L'échiquier international, bienvenue à vous. Voir El-Quds et non pas mourir, mais vivre. Vivre pour raconter, témoigner et sensibiliser, décrire un apartheid, l'autre appellation du génocide à cadence moindre, mais tout aussi annihilant, tout mettre en branle pour faire disparaître le peuple palestinien, y compris le massacre à ciel ouvert pour contraindre au déracinement d'un peuple pourtant millénaire. La fameuse ligne de Golda Meir, ministre sioniste, dont le passeport fut palestinien lors du mandat britannique, a tout de même affirmé, à propos du peuple palestinien, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, à qui il faudrait rétorquer la phrase de Simone Veil, la philosophe, ce peuple juif, ce peuple errant qui a voulu faire errer la terre entière. La machine du déracinement qu'est le sionisme et son credo, son pan administratif, sa police au reflet vert de gris, sans oublier les colons à l'accent d'Europe de l'Est débarquant récemment, qui tentent de faire ployer le peuple palestinien, mais en vain. Eh bien, ce tableau du colonialisme a été observé, surtout narré, par un Algérien, le tout dans un livre. On en parle et c'est tout de suite. Le peuple palestinien et sa volonté de vivre vaille que vaille, c'est aussi ce que raconte ce bouleversant ouvrage matiné d'humour de Londres à Jérusalem, terreur promise de Ekli Ourad, qu'on est heureux de recevoir. Ekli Ourad, bienvenue, merci d'être des nôtres. Merci Karim pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver à L24. Le plaisir est partagé. Alors, Ekli Ourad qui a présenté son livre au Salon international du livre d'Alger, et votre livre a eu une réception assez chaleureuse, assez forte. C'est vrai que c'est très rare de trouver un Algérien qui a plongé au sein du monstre sioniste, de l'hydre sioniste, et qui a vu et qui a observé le colonialisme de près. Vous êtes une rareté. Oui, il y a eu des Algériens qui ont plongé dans cette ambiance d'une horreur inimaginable, mais qui ont préféré regarder de l'autre côté. Moi, j'ai décidé de raconter ce que nos frères et sœurs palestiniens subissent depuis 77 ans. Alors, on va récapituler rapidement. Ekli Ourad, ingénieur en génie civil au sein d'un bureau d'études à Birmingham, on est en 1999. Vous êtes convoqué chez votre responsable et là, on vous dit, vous avez une mission, vous devez aller en Palestine, en Cisjordanie, en territoire occupé, pour parfaire et tracer l'urbanisme. On est au lendemain des accords d'Oslo. Et vous étonnez votre directeur, puisque vous dites, il vous pose la question, est-ce que ça vous fait pas peur? Et lui, vous lui répondez, c'est une occasion en or, j'y vais avec beaucoup d'excitation. Oui, il y a eu deux choses que j'ai envie de raconter, que je raconte dans le livre, concernant cette opportunité qui m'a été donnée pour aller en Palestine. Pour moi, c'était une opportunité, mais quand le directeur général de ma société m'avait convoqué dans son bureau, il s'attendait à ce que je dise non, parce qu'il avait déjà contacté 2 ou 3 ingénieurs britanniques qui avaient refusé. Il faut bien se rappeler que la Palestine et le monde arabe en général est regardé, vu par un occidental de base, lambda, comme des terres hostiles, comme des terres de terroristes. Hein. Ça, c'est le récit de la propagande occidentale. Donc, il s'attendait à ce que je m'aligne sur les 2 ou 3 autres. Je lui ai dit, mais c'est une grande opportunité pour moi d'aller visiter la terre de toutes les civilisations. Vous lui dites, merci monsieur pour cette opportunité que vous m'offrez de visiter un pays de rêve qui a vu naître de nombreuses civilisations humaines. Inutile de préciser que votre directeur a été étonné, vous le dites dans votre livre, et ça résume bien la mentalité de l'Occident. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a deux choses qui résument, deux choses que j'ai entendues et qui résument cette mentalité. La première, c'est celle du DG, parce que juste après mon acceptation, et il avait préparé une lettre, et ça c'était incroyable, dégageant la responsabilité de la société de tout ce qui pourrait m'arriver en Palestine. Il avait rajouté
je m'excuse, la Palestine, c'est pas une balade d'amoureux, quoi. Et vous risquez votre vie, ne voulant pas que nous soyons responsables. Donc je suis parti, j'ai signé cette déclaration dégageant la responsabilité de la société, et je suis parti à mes risques et périls. Avec le ton léger, avec le sourire. Avec le sourire, oui. Chose extraordinaire, hein, parce que quand on travaille dans une société internationale comme ça, la société est entièrement responsable de son staff, de son personnel, quand ils sont missionnés pour aller quelque part dans le monde. Comment vous expliquez votre posture, votre réaction? C'est quoi? C'est le désir d'aventure? C'est l'insouciance? C'est la jeunesse de l'époque? C'est l'utopie? Comment vous expliquez quand même parce que quand même vous plongez dans le pire apartheid de notre temps. Je vais l'expliquer. Hein, je vais dire pourquoi c'était une opportunité pour moi. Mais avant de passer à ça, je voulais parler du deuxième révélation, un peu de l'état d'esprit des Occidentaux de base. Hein. À l'époque, les billets d'avion étaient en papier, donc je devais passer chez la réceptionniste pour me donner, la secrétaire du directeur, pour me donner le lendemain le billet d'avion. Et elle a vu direction Israël. Elle m'a dit, vous partez en Israël? Je lui ai dit non, en Palestine. Et elle m'a dit, Palestine, c'est où la Palestine? Je lui ai dit au Moyen-Orient. Et elle me dit, c'est où le Moyen-Orient? L'ironie du sort, c'est les Britanniques qui sont responsables de cette situation. Voilà, donc vous voyez, le mot Palestine ne disait rien à ces personnes-là. Et ça résume en tout. L'autre, le directeur qui pensait que la Palestine, c'est juste une terre de terroristes qui pouvaient me faire du mal, et l'autre qui pense que la Palestine n'existe pas du tout. Donc c'est ça, si on veut, l'objectif atteint par le sionisme. C'est qu'on a fait disparaître une terre d'histoire, une terre ancestrale, de l'esprit, du mental des gens. Ça rejoint la phrase de Simone Veil, c'est-à-dire faire table rase de l'histoire et du passif d'un peuple. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est ça, c'est la terre des religions monothéistes qui est devenue juste une terre d'un pays d'Europe coincé au Moyen-Orient, créé de toutes pièces. Donc pour revenir à votre état d'esprit. État d'esprit, pour revenir à votre question, moi je suis un Algérien nous sommes tous dans la même situation. On a beaucoup appris sur le colonialisme français, hein, à travers nos études, à travers nos lectures, à travers ce que nous disent nos parents. Beaucoup de nous ont des victimes du colonialisme, mais nous ne l'avons jamais vécu. Honnêtement, pour moi, le colonialisme français, c'est un film, c'est tout. On ne l'a pas vu. Même si je suis né, moi, 6 mois avant l'indépendance, mais qu'est-ce que je pouvais faire dans les premiers 6 mois? Donc, partir en Palestine, pour moi, aller me faire découvrir ce que c'est que le colonialisme. Je voulais le vivre. Ce n'est que par la suite que j'ai appris ce que c'est que l'apartheid et ce que c'est que le racialisme. Vous le dites dès le début, c'est-à-dire un Algérien qui se rend en Palestine, c'est un peu un retour chez soi, en tout cas, un retour au cœur de l'histoire du colonialisme. En Algérie, c'est une plongée dans la tragédie algérienne durant le colonialisme. Vous semblez ici aussi revivre les expériences de déportation, vous semblez aussi tutoyer les exactions de Bugeaud et des enfumades. Enfin, c'est une réminiscence d'un Algérien qui revoit l'histoire à travers le cadre palestinien. C'est ce que je dis, et c'est la réalité. Un Algérien, je le dis, un Algérien qui visite la Palestine, c'est pas comme un Danois ou un Hollandais ou qui visite la Palestine. Ce n'est pas la même chose. Nous avons une charge historique extrêmement importante. Une incarnation. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je suis né dans un camp de ce que le colonialisme appelait camp de regroupement.
parce que mon village, le village de mes parents, je n'étais pas né, il n'y avait que ma mère, mes grands-parents, mon grand frère à l'époque, avaient été bombardés en 1957 car le village était considéré comme un village ravitailleur, parce que c'était à l'extrémité d'une série de villages, ravitailleurs en information, en alimentation, même en armes. Ils sont venus un jour, ils ont tout détruit. Donc j'ai vécu avec ce récit de mes parents qui me parlaient tout le temps de notre village qui a été détruit. À chaque fois qu'on visite le village, ma mère me disait notre maison était beaucoup plus grande, elle a été détruite. Ton père l'a reconstruite, mais avec les moyens de l'époque, c'était pas aussi grand qu'avant. Et je voyais mon village jusqu'à maintenant, c'est un champ de ruines. Hein. Il n'y a que quelques-uns qui sont revenus reconstruire. J'arrive en Palestine, tous les gens que j'ai rencontrés, tous les Palestiniens que j'ai rencontrés me disent nos villages ont été détruits. Ils nous racontent les mêmes récits de leurs villages détruits. Alors, dans leur cas, il n'y a eu jamais d'indépendance, donc ils ne sont jamais repartis dans leur village pour reconstruire leur village. Les anciens villages palestiniens, et l'historien Yann Papé a mentionné plus de 550 villages qui ont été détruits pendant la Nakba, donc la fameuse Nakba. Et ces villages-là, aujourd'hui, sont les villes israéliennes. Même Tel Aviv est construite sur les ruines de villages palestiniens. Akli Oura de Londres à Jérusalem, terreur promise. Alors, c'est vrai que vous narrez une tragédie, mais quand même avec ces matinées d'humour, un peu d'humour noir, c'est-à-dire vous racontez, comme par exemple cet épisode, vous allez à Heathrow, donc Londres, vous avez un vol pour la compagnie d'El Al, et fait que j'ignorais moi personnellement, c'est que des agents du Mossad sont tapis au sein d'aéroports comme celui de Londres, c'est-à-dire des aéroports étrangers, il y a une violation de la souveraineté, et avant de prendre l'avion de la compagnie sioniste, les agents du Mossad examinent d'emblée les passagers qui s'embarquent pour le vol en direction des territoires occupés. Ça, c'est un fait complètement... C'est une exception sioniste. Hein. C'est une exceptionnalité accordée à cet État au-dessus des lois. C'est-à-dire que ce sont les agents du Mossad qui filtrent, qui interrogent pas tous les passagers, seulement les passagers avec des noms bizarres, la consonance arabes, musulmans, et qui sont les listes de tous les voyageurs leur arrivent bien avant, ce qui leur donne le temps d'enquêter sur ces passagers non désirables. Donc c'est comme ça que moi j'étais attendu et on m'a interrogé. Je suis arrivé parmi les premiers. Moi d'habitude quand je voyage, j'arrive parmi les premiers très tôt. D'ailleurs ma famille plaisante par rapport à mes habitudes d'arriver 3-4 heures avant le vol. Je suis arrivé 3 ou 4 heures avant le vol. J'étais le dernier à monter dans l'avion parce qu'on m'a dirigé vers un box d'interrogatoire. Le Mossad. Oui, c'est le Mossad. À l'extérieur, c'est le Mossad. Le service secret extérieur. Israélien. Et j'ai été interrogé sur ma destination, sur l'objet de ma visite, si je connaissais des... Vous allez dans le but d'un programme de la Banque mondiale. Hein, alors, moi, je suis pas dans l'urbanisme, je suis dans les routes. Oui. Moi, je travaille beaucoup dans les projets d'aide au développement. Je travaille beaucoup avec les institutions financières internationales. Avant, je le faisais à travers les bureaux d'études qui m'employaient. Depuis un certain temps, je le fais à titre indépendant. Alors, moi, je suis spécialisé dans les programmes de reconstruction et de réaménagement de territoires sous conflit. Alors, quand il y a des conflits, il y a des accords de paix, il y a toujours un programme de reconstruction, il y a des financements internationaux qui sont
sont réunis. C'est-à-dire c'est en lien avec les accords d'Oslo, voilà. ce programme de développement dont... Quand il y a eu la signature de la deuxième phase d'Oslo, les banques internationales d'aide au développement ont mis à la disposition de l'autorité palestinienne des fonds pour reconstruire son infrastructure qui avait souffert beaucoup de différentes guerres, intifadas et exactions du sionisme. Alors vous arrivez à bon port, entre guillemets, à l'aller, avant de vous embarquer dans l'avion, c'est le Mossad qui vous interpelle et qui vous fait passer toute une série d'interrogatoires. À l'arrivée, c'est le Shin Bet, le service secret intérieur. Alors, il examine vos documents et il tilte sur le nom de votre commune, Tizi Ouzou. Et là, ils ne comprennent pas trop d'où vient ce nom et quelles sont vos origines. Et là, vous racontez un peu cette séquence, je vais vous laisser la raconter, mais avec beaucoup d'humour. Est-ce que vous pouvez nous la résumer pour nos téléspectateurs? Non, il faut dire que mon interception par le Shin Bet, qui est un service de sécurité interne en Israël, était un complément à ce que j'avais subi à Londres. Hein. Donc j'étais attendu. Par exemple, à Londres, on s'est pas intéressé à mon lieu de naissance. Mais quand je suis arrivé à Tel Aviv, je fais la queue, je passe la PAF, la police des frontières, le plus normalement du monde. Et en allant récupérer mon bagage, j'ai été intercepté par deux agents de Shin Bet qui m'ont pris à part et je leur remets mon passeport. Ils regardent, ils sont partis directement au lieu de naissance, parce qu'il n'y a pas le pays de naissance dans le passeport britannique. Je n'ai pas voyagé avec mon passeport algérien. Avec mon passeport algérien, je n'aurais pas dépassé les comptoirs d'enregistrement, hein, qu'on s'entende bien. C'est certain. Donc, et en plus, je suis parti en mission. Donc, il me pose la question tout de suite. Aucune autre question. C'est où Tizi Ouzou? Moi, cette question, je l'avais pressenti, je l'avais anticipé. Et j'avais aussi anticipé un moyen de ne pas dire la vérité pour pouvoir rentrer. Moi, je pensais que j'étais plus intelligent que le Shin Bet et le Mossad et le Shin Bet. J'ai dit, Tizi Ouzou, c'est en France. J'étais comme ça. À l'époque, il n'y avait pas les smartphones, c'est tout de suite on vérifie. Alors on m'a laissé attendre là-bas et un des deux espions m'a gardé, l'autre il est parti vérifier dans le KGB juste à côté avec fenêtre fumée. Il cherche, il revient une demi-heure après, il me dit, il cherchait certainement Tizi Ouzou dans le Massif central en France, un truc comme ça. Sauf que moi je viens du Massif central en Algérie qui est du Durdura, c'est aussi un massif et il est central, donc mais il n'a pas le même nom, c'est tout. Et il ne le trouve pas, il vient, il me pose la même question. Tizi Ouzou, c'est où? Et j'ai dit encore une fois que c'est en France. J'étais déterminé à mettre le pied en Palestine. Et je ne voulais pas qu'on me remette dans l'avion qui m'avait ramené. Il repart, il tarde encore cette fois-ci. Quand il revient, il me dit, je pose la question pour la dernière fois. Avec un peu de... J'ai compris qu'il n'avait pas trouvé Tizi Ouzou en France. Il y a beaucoup de nos villes qui portent le même nom, qui ont des équivalences en France. Hein. Si on dit Michelet, je suis né à Michelet, même si c'est un nom français, on trouverait. Tizi Ouzou, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule, et c'est en Kabylie. J'ai dit que c'est en Algérie. Et là, le gars il me dit, ben voilà, vous nous avez menti, maintenant vous allez nous suivre. Il s'en était suivi un interrogatoire musclé qui avait duré 3 ou 4 heures. La suite est dans le livre, c'est raconté avec beaucoup d'humour et de légèreté, même si vous décrivez merveilleusement bien l'enfer carcéral que vous entamez dès votre atterrissage, donc en territoire occupé. Alors il y a tout dans votre livre, hein, c'est vraiment une traversée du Golgotha, il y a les barbelés, il y a les murs, les checkpoints avec ces files d'attente, il y a les soldats, il y a les colons zélés qui risquent de tuer à n'importe quel moment les
les Palestiniens, l'arrachage d'oliviers, enfin, il y a tout ça. Et vous parlez, vous avez aussi une page, vous consacrez au quartier des Marareba, qui date du XIVe siècle, un quartier qui est représenté par le saint Sidi Boumedienne, et c'est aussi un trait d'union entre la Palestine. C'est une relation historico-spirituelle entre la Palestine et l'Algérie. Et là, vous avez une espèce d'émerveillement. D'accord. Mais là, j'ai traversé, les territoires occupés de la Cisjordanie. Hein. Et comme vous le dites, je suis passé par des situations rocambolesques et dangereuses, souvent, où je pouvais perdre ma vie à tout moment. C'est dans le livre, on ne pouvait pas tout raconter, parce on va donner l'envie aux téléspectateurs quand même de s'y plonger. Bien entendu. Vous avez failli perdre la vie. Il y a eu un bombardement, il y a eu on a failli me tirer dessus dans un checkpoint parce que je suis sorti la traversée des colonies racistes avec des snipers. Enfin, vous avez raison. Je termine ma mission dans les territoires occupés. Enfin, toute la Palestine est occupée pour moi. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui territoires occupés, c'est des territoires qui sont à l'intérieur des frontières de 67. On peut en parler. Moi, je considère que les frontières de 67, c'est des frontières c'est des territoires de colonisation. Si on prend comme point de référence la résolution 181 de l'ONU qui a été votée en 1947, mai 1947. Donc je termine ma mission et je demande aux réceptionnistes du dernier hôtel que j'avais en Cisjordanie, à Ramallah, avec qui j'avais établi. Je l'ai toujours fait avec les Palestiniens, je parlais avec eux, j'ai vécu comme eux, donc ils me racontaient, ce qui m'a permis de raconter ce livre, de mettre tout ce que j'ai fait dans ce livre-là. Donc pour la dernier moment en territoire occupé en Cisjordanie, je demande au réceptionniste comment aller à Al-Quds. Et il me regarde et il me dit quelque chose qui m'a bouleversé. Parce qu'il savait que j'étais algérien. Il m'a dit, vous allez à Al-Quds. Il m'a dit, c'est à 30 km, c'est chez moi. C'est là où il y a la mosquée, notre sainte mosquée d'El Qibli. Vous venez de milliers de kilomètres, vous pouvez y aller. Alors que moi, qui ai vécu ici, sur des générations, je ne peux pas y aller. J'ai demandé au réceptionniste de l'hôtel quel était le meilleur moyen de rejoindre Jérusalem depuis Ramallah. Il m'a répondu avec envie, vous venez d'Algérie à des milliers de kilomètres et vous pouvez aller prier à Jérusalem avec votre passeport rouge. Et nous qui vivons à une trentaine de kilomètres d'Al-Aqsa, nous sommes interdits d'y mettre les pieds. Je n'ai jamais prié pour mon Dieu dans cette mosquée sacrée, je suis jaloux. Mais allez-y mon frère, profitez de ce privilège qui vous a été accordé par notre Allah commun. Exactement. Page 114. Sur la question par rapport au Marariba. Oui, mais oui, ça, on va laisser aussi aux téléspectateurs parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, téléspectateurs c'est une expérience votre livre parce qu'on sent quand même, c'est le vécu, c'est un voyage, c'est une plongée réellement au sein de ce monstre et de l'être sioniste. Et il y a beaucoup d'humanité parce qu'on découvre les Palestiniens, on découvre la dureté du quotidien des Palestiniens. Et ce génocide, alors finalement, cet accord de paix de Trump, comment vous avez reçu ça? Comment vous observez tout ça? Pour le génocide... qui a duré plus de 2 ans. Moi, je dirais que ce qu'on a vécu, c'est ce que moi j'appelle un génocide speed. Hein, parce qu'on a tué 70 000 Palestiniens dans la moyenne d'âge, c'est important que je le répète, et de 5 ans. Des enfants. Ce qu'il faut... C'est-à-dire le futur. C'est-à-dire le futur de la Palestine. Il y a eu, avant ça, un génocide long qui a duré depuis 1947 jusqu'au 7 octobre, qui a tué le double de ce que nous avons vécu à Gaza. Le double, c'est-à-dire on parle de 140 000 morts. Sauf qu'on n'en parle pas parce qu'on en a tué
beaucoup de Palestiniens sur du long terme. Et ça, c'est extrêmement important de le relever. Merci beaucoup, Ekli Mourad. Je vais lire une dernière partie. Les tourments du Shin Bet finirent par être convaincus par notre honnêteté. Ça, c'est au départ inébranlable et me laisser rejoindre mon avion qui m'a emmené loin de ce pays où je ne mettrai les pieds qu'à l'indépendance de ma Palestine. C'est signé Ekli Mourad de Londres à Jérusalem. Terreur promise, merci d'avoir été des nôtres. Toujours un plaisir de vous recevoir, Ekli Mourad. L'échiquier international se termine, s'achève ici. Je vous conseille ce livre, encore une fois, vraiment une expérience inoubliable. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur ML4 News et on se dit à demain.